si je vous demandais de me citer un exemple de la littérature amérindienne, ou aborigène, ou même africaine, est-ce que vous sauriez me répondre? Bon, je pense que pour la plupart, il n'y a pas beaucoup de noms qui vont vous venir en tête. Il y en a même deux, trois cons, ça se trouve, qui sont en mode bah, c'est juste qu'il n'y a pas de littérature dans ces cultures-là. Alors déjà ta gueule parce que c'est faux. Mais c'est vrai qu'on la connaît beaucoup moins que la littérature française, logique, mais aussi anglaise. En fait, on connaît beaucoup moins la littérature aborigène, amérindienne ou même africaine que la littérature européenne. Pourquoi à votre avis? Bah parce que pendant très très longtemps, je pense que je vous apprends rien, ces cultures ont été un petit peu écrasées par l'Europe. Ouais, ouais, la traite des Noirs, les génocides, tout ça, c'est cool. Ce qui fait que jusqu'au XXe siècle, ces civilisations, elles ont été complètement annihilées dans leur culture. En fait. Elles avaient l'obligation de se plier aux langues, aux coutumes et aux usages de la langue européenne, du colonialisme. Et c'est seulement à partir du XXe siècle, quand l'Europe a commencé doucement à revenir chez elle et à arrêter de faire un peu chier tout le monde, que les descendants de ces populations se sont retrouvés à moitié libres. Ils se sont dit, oh putain, ça y est, on peut peut-être s'exprimer. Et ça va être le début de ce qu'on appelle le mouvement post-colonial, c'est-à-dire toute littérature qui provient d'un territoire marqué par le colonialisme. Alors du coup, les descendants des populations amérindiennes, aborigènes, vont essayer de parler, de s'exprimer, de faire entendre leurs paroles, puisque ça fait des années qu'on n'a pas pu les entendre, au sens figuré comme au sens propre. Mais c'est pas aussi simple. Et pourquoi c'est aussi compliqué? Parce qu'il n'y a aucune trace. Il n'y a aucune trace. C'est pas seulement des génocides qui se sont faits. Génocide, ça veut dire qu'ils ont tué les gens. Ils ont tué le peuple. Mais il y a aussi eu un ethnocide, c'est-à-dire ils ont aussi exterminé la culture de ces peuples. Ils n'avaient plus le droit de parler leur langue, ils n'avaient plus le droit de pratiquer leurs coutumes. Comment, dans ces conditions, leurs descendants peuvent retransmettre leur identité aux lecteurs, sachant qu'ils en ont été eux-mêmes privés pendant tellement longtemps, pendant parfois des générations? Et c'est là toute la, toute la contradiction de l'écriture engagée. Comment tu vas parler de quelque chose de tellement compliqué, de quelque chose qui a aucune trace. Alors je vous précise, je ne suis pas du tout un spécialiste en la matière. Là, je me base surtout sur mes cours de fac. Et puisque je ne suis pas professeur, bah, ça va pas être un travail de précision, vous vous en doutez. Hein, ça va plus être un résumé global, on va dire. Voilà. Et ça va pas être très joyeux, hein, faut pas s'attendre à du copier là. Quand on pense littérature, on pense mots. Ouais, je sais, je suis un génie. Mais oui, mais l'écriture, la transmission par écrit, c'est quelque chose qui nous est très commun dans la culture européenne. Mais dans les peuples amérindiens, tout se faisait par transmission orale. La langue, elle ne s'écrivait pas, elle se parlait. Comment tu veux la transmettre par oral? D'ailleurs, puisque c'était souvent interdit pour ces populations de parler leur dialecte, bah, leurs descendants ne la connaissent pas forcément maintenant. Ils sont plus habitués par exemple au français, ou à l'anglais, ou à l'espagnol. C'est ça leur langue maternelle. Comment tu veux transmettre ta culture si on t'en a déjà dépossédé? Et c'est ça tout le paradoxe en fait. Mais pas le choix. Si on veut faire quelque chose par écrit, bah faut écrire. Je sais, là encore une fois, c'est une généralité, mais faut essayer de comprendre. En premier, du coup, je vais parler de Joséphine Bacon, qui est une descendante d'un peuple amérindien, les Inuemun, et qui fait énormément de poésie, énormément de nouvelles, et qui a vraiment à cœur de transmettre la culture de son peuple. Alors dans beaucoup de ses recueils de poèmes, elle parle en français, et en Inuemun. En fait, sur une page, on a les poèmes en français, des poèmes d'ailleurs très, très touchants, très... Franchement, lisez-les, ils sont vraiment bien. Et sur la page d'à côté, on a la traduction en Inuemun. Elle intègre les deux cultures parce que c'est deux facettes de sa personnalité. Elle a vécu dans un univers européen, mais aussi elle a en elle, bah déjà au niveau de l'enfance, mais aussi au niveau des racines et des générations, la culture Inuemun. On peut voir ça comme un espèce de compromis finalement, mais ça permet de faire une littérature engagée, du fait qu'elle essaye d'accommoder sa double identité, tout simplement. Mais dans cette partie-là du globe, il y a aussi deux autrices très très connues, Joy Harjo et Gloria Bird. Alors elles descendent toutes deux de nations amérindiennes et sont souvent caractérisées comme des figures de la Renaissance native américaine. Elles ont chacune produit énormément d'œuvres littéraires pour essayer de conserver la culture de leur peuple et de la montrer, de la transmettre. Il faut savoir qu'elles ont écrit ensemble un ouvrage absolument hyper important pour tout l'engagement des littératures extra-européennes. Ça s'appelle Réinventer le langage de l'ennemi.
Le titre est en anglais de base, mais je ne vais pas vous faire l'affront de mon accent. Déjà, juste le titre, réinventer le langage de l'ennemi. C'est déjà la problématique que je vous ai dit tout à l'heure. Le fait de devoir utiliser le langage européen, ce qui est déjà peut-être perçu comme une trahison ou alors comme un compromis. Ça pose cette problématique-là. Le but dans ce genre d'ouvrage, c'est de faire entendre sa voix et aussi combler le silence. Alors quel silence déjà? Le silence des descendants de ces nations qui ont été ignorés par l'Europe pendant très longtemps, au sens propre et aussi au sens figuré, mais aussi le silence des morts, le silence du fait qu'il y a 95% de ces populations à peu près qui a été exterminée au cours des siècles passés, qu'il n'y a presque plus personne et que ça laisse comme un silence. Et c'est les paroles des auteurs, encore en vie, qui permettent de le recombler. Alors évidemment, ça remplace pas, ça ranime pas les morts. Mais ça peut être perçu comme un hommage, mais souvent aussi comme un engagement. Le fait que la culture est encore là, enfin, le fait que leur culture est encore là et qu'ils veulent la transmettre à leur tour. Du coup, là, c'est intéressant parce que la voix de ces auteurs, c'est pas seulement la voix de eux en tant que personne, c'est aussi en même temps la voix de tous leurs ancêtres à travers la leur. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas seulement Joy Harjo et Gloria Bird qui écrivent dans ce livre. Il y a énormément d'autrices qui descendent de populations amérindiennes ou aborigènes. Le but ici, c'est de multiplier les voix, faire en sorte que tout le monde puisse parler, rassembler le plus de témoignages et de pensées possibles. C'est ça qui permet une littérature extrêmement engagée. Bon, je vous ai dit que du coup, la littérature, ce qui est quand même un truc très, très européen, ils étaient obligés de s'en servir. Mais les formes et les genres de la littérature, est-ce qu'ils doivent vraiment faire exactement comme les Européens? Genre faire du théâtre pareil, des poésies en alexandrin, des beaux romans? Comment est-ce qu'on peut adapter ça pour que ça résonne avec leur identité? Parce que un poème en alexandrin, Joséphine Bacon, elle ne fait pas de poème en alexandrin parce que ça rimerait absolument à rien. Lisez-les, c'est vraiment super. Il faut se réapproprier les genres littéraires. On ne peut pas se permettre de faire exactement du copier-coller de l'Europe parce que sinon, bah, voilà, il faut transmettre la culture et l'identité. Et parmi les genres qui sont souvent repris, et pour parler de son identité, c'est plutôt logique, le genre autobiographique. Alors par exemple, on peut citer Sally Morgan, qui est une Australienne aborigène qui est descendante de peuples indigènes. En 1987, elle écrit My Place, dans lequel elle s'interroge sur son identité de descendante aborigène. Elle se remémore des souvenirs de son passé, de sa jeunesse, mais c'est aussi parfois des dialogues, c'est des images, c'est un petit peu tout ce dont elle se souvient, tout ce qui constitue son identité, son passé. Elle réfléchit à ça, parce que bah voilà, c'est important. Qu'est-ce que ça fait au XXe siècle d'être un descendant d'une population qui a été totalement annihilée? Qu'est-ce qu'il reste de ça? Est-ce que c'est encore important pour moi? Si oui, de quelle façon? Et d'ailleurs, il y a une autre autrice qui utilise le genre autobiographique, Leslie Marmon Salko. Alors elle, je dis autobiographie, je devrais plutôt dire poésie, mais en même temps c'est tellement varié. Je parle j'allais dire de son roman, de son ouvrage Storyteller. Alors comment vous dire, Storyteller, ça mélange de la poésie, des nouvelles, mais aussi des photos, des lettres. Donc évidemment, ça a une dimension énormément autobiographique. C'est comme un pot pourri de plein de choses littéraires, de plein de genres, avec plein de petits morceaux de l'identité de Leslie Marmon Selko. C'est très très personnel et en même temps, bah, ça a une qualité littéraire et juste artistique absolument dingue. On note que le titre est important. Storyteller. Storyteller, ça veut dire conteur. Et la fonction de conteur, c'est très très important pour énormément de populations natives. Déjà parce que, comme je vous l'ai dit, la plupart des transmissions culturelles s'effectuent à l'oral et pas à l'écrit. Donc, la place du conteur, c'est important. C'est pas seulement celui qui raconte des histoires, c'est celui qui raconte l'histoire. Il est dans la transmission. Et c'est un rôle qui est souvent destiné aux anciens, aux personnes âgées. Et énormément d'auteurs actuels maintenant qui descendent de ces populations se posent la question, arrivé à un certain âge, maintenant que je suis moi-même un ancien, une ancienne, est-ce que le temps est venu pour moi de compter? Est-ce que le temps est venu pour moi de transmettre? Leslie Marmon Salko, du coup, s'interroge là-dessus. Et Joséphine Bacon aussi, j'y reviens toujours, hein, mais elle est géniale. Elle s'interroge énormément sur sa place d'ancienne, sur le fait de... Est-ce que c'est sa mission un petit peu maintenant de transmettre tout ce qu'elle a retenu, tout ce qu'elle a assimilé aux jeunes générations? Juste là-dessus, ça permet de transposer tout le côté littéraire, tout le côté verbeux à l'identité amérindienne.
Le fait que voilà, ça a beau être à l'écrit, c'est comme si c'était à l'oral. Je sais pas si vous me suivez. D'ailleurs, Leslie Marmon Salco et énormément d'autres poètes ou écrivains utilisent très fortement des marques d'oralité, comme s'ils parlaient, parce que l'écriture c'est bien, mais ce n'est pas ce qui leur correspond et ce n'est pas ce qui définit leur identité. Les marques d'oralité, qui sont pas très présentes dans le classicisme français au niveau littéraire, les marques d'oralité, ça permet de s'approprier définitivement ces formes et genres littéraires, qui sont pourtant européens, mais qu'ils arrivent à réinventer. Et là, attention, parce que on a parlé de poésie, on a parlé de réinventer des genres, de se réapproprier des choses, on a parlé de faire entendre sa parole, et on a parlé de marque d'oralité. Il est temps de parler d'Aimé Césaire. Je vais pas vous résumer toute la vie et l'œuvre d'Aimé Césaire, parce qu'il faudrait au moins 3 vidéos pour ça. Je vais surtout vous parler de son recueil de poésie qu'il a fait en 1936, le cahier d'un retour au pays natal. Alors c'est une poésie en vers libre, dans lequel il écrit son retour au pays natal. Non, c'est plus profond que ça. Il parle aussi de son passé, il parle de sa vision de l'Europe quand il était jeune, et aussi maintenant. Il parle d'énormément de choses, il s'interroge énormément sur son identité. Aimé Césaire est antillais à la base, donc descendant d'esclaves, et descendant, voilà, enfin, il a dans sa génération toute l'histoire de la traite des Noirs, des génocides des populations africaines, enfin, c'est assez, ouais, c'est lourd. Et sa poésie, elle est souvent caractérisée comme un cri. Ça paraît bizarre comme ça, mais en fait, c'est pas con quand tu le lis. Déjà, bon, les vers, les rimes, il écrit vraiment comme il parle. Et il parle plutôt familièrement. Bon, évidemment, c'est le style recherché, hein. Le gars utilise un vocabulaire extrêmement vulgaire, extrêmement familier des fois, très agressif, très violent, parce que c'est son but. Son but, c'est d'être violent, c'est de choquer un peu, c'est de réveiller un petit peu. Puis surtout, c'est de faire entendre sa voix. Le cahier d'un retour au pays natal, mais les phrases, elles sont hyper longues, elles te font tout un paragraphe, voire toute la feuille. Je peux te dire que quand tu le lis à voix haute, c'est compliqué, hein, surtout vu les mots. Là. Et du coup, l'appellation de cri, c'est pas con, parce que ça donne vraiment l'impression d'un cri ininterrompu. Comme je le disais, ces auteurs-là ont comme objectif principal de faire entendre leur voix qui a été mise sous silence pendant si longtemps. Lui, c'est pas seulement il fait entendre sa voix, lui, il crie sa présence, il crie sa parole. C'est une revendication extrêmement virulente. On pourrait encore parler de 10 000 trucs, mais bon, j'ai pas les connaissances requises pour, et puis la vidéo va durer 5 heures sinon. Mais renseignez-vous. Si vous voulez découvrir deux, trois recueils de poèmes, par exemple, ou de récits, ou de nouvelles, ou des romans de ce genre d'auteur, regardez les éditions Mémoire d'Encrier, parce que c'est leur ligne éditoriale. C'est là qu'ils enfin, ils publient, par exemple, des recueils de Joséphine Bacon, oui, encore, mais elle est vraiment bien, donc vous pouvez les découvrir, il n'y a pas de souci. Et si vous êtes plus cinéma, je vous conseille le film Rabbit Proof Fence, qui se base sur une histoire vraie et qui décrit quand même pas mal l'ethnocide qu'a subi le peuple aborigène en Australie pendant la colonisation anglaise. Alors que retenir de la littérature postcoloniale? En premier lieu que c'est un mouvement qui a permis aux littératures minoritaires, entre gros guillemets, de se faire entendre. Ah oui, c'est pas trop tôt, je suis d'accord. Mais je sais pas si vous vous rendez compte du truc. Pour la première fois, ces peuples-là avaient le droit à la parole. Ils n'étaient plus sous domination de l'Europe. C'était la fin de l'hégémonie européenne. Et toute la problématique du truc, c'était de se dire comment on va recommencer à écrire, comment on va recommencer à s'exprimer après ce qu'on vient de vivre, comment on va retrouver nos racines alors que nos racines ne sont plus là. L'important dans ces récits, c'est aussi le fait de faire des traces en fait. Il n'y a plus de traces de ce qui s'est passé. Il n'y a plus de gens, tout le monde est mort, les temples ont été détruits, les langues ont été interdites d'usage. Faire des poèmes ou des nouvelles ou des textes là-dessus, ça permet d'avoir une trace de cette culture. Ça fait que si Joséphine Bacon elle meurt demain, j'espère pas, hein, mais imagine elle meurt, il y a sa poésie qui reste, comme une trace de la culture Inouï qu'elle véhicule. D'ailleurs, c'est pour ça que l'écrivain Chamoiseau, il parle de trace mémoire pour caractériser ses textes. Alors, on a souvent tendance, en tant qu'Européens, à avoir une vision assez binaire de la littérature. C'est-à-dire, les genres, c'est voilà, le roman, la structure du roman, la structure de la poésie, le théâtre, ça se fait de telle manière. On peut réinventer les genres à l'infini. Il n'y a pas que les genres européens, même s'ils sont très intéressants à traiter. Il y a aussi des cultures un peu plus minoritaires qui ont longtemps été mises sous silence, mais qui sont passionnantes à découvrir et qu'il est important quand même de conserver. C'est quand même la moindre des choses. Du coup, j'espère quand même que ça vous aura donné envie de le découvrir un peu, parce que bon,
L'élève du Cobus, c'est bien, tu sais, j'aime bien en parler. Michel Oslo, c'est cool. Il y a des trucs qui sont un peu plus graves, mais qui sont d'autant plus intéressants, qui sont beaucoup moins connus.